Cette conférence, présentée en janvier 2006, porte sur certains des principes fondamentaux de droit administratif. Nous y verrons entre autres les pouvoirs de redressement des tribunaux, les questions procédurales, les pouvoirs d'intervention, la responsabilité de l'État, l'obligation de motivation, la norme de contrôle, les droits garantis, les questions d'environnement, de droit d'auteur, de coexistence des recours, de préclusion et de conflit d'intérêts lorsque le ministre rend une décision en matière d'environnement. L'affaire Shaouli est un exemple intéressant d'exercice des pouvoirs de redressement des tribunaux. Rappelons sommairement les faits. Il découle des délais d'attente jugés inappropriés dans le domaine de la santé. Par conséquent, le requérant s'adresse à la Cour afin d'obtenir un permis d'exploitation d'un hôpital privé indépendant et la Cour, exerçant son pouvoir déclaratoire à l'égard des prohibitions contestées, accorde ce droit en donnant au gouvernement un délai d'1 an pour s'y conformer. Plusieurs principes intéressants sont mis de l'avant. Tout d'abord, on revise la notion de déférence judiciaire en rappelant au gouvernement qu'il a l'obligation de justifier les mesures attentatoires qu'il impose. De plus, les tribunaux peuvent recevoir de la preuve sur les aspects sociaux, historiques et économiques et toute preuve pertinente. Enfin, la déférence ne saurait entraîner l'abdication par le pouvoir judiciaire de son rôle devant le pouvoir législatif ou exécutif. Les affaires Okuobi et Casimir s'inscrivent dans un contexte factuel où l'on s'adresse aux tribunaux supérieurs afin d'obtenir une ordonnance ayant comme effet de court-circuiter la procédure prévue au tribunal administratif du Québec en matière de dérogation à la Charte de la langue française. Dans ce contexte, il n'est pas permis de court-circuiter le processus du tribunal administratif. Ce processus oblige à tenir et à obtenir une décision appelable au TAC en vertu de la Charte de la langue française. Par conséquent, il n'est pas permis de s'adresser à la Cour supérieure lorsque le tribunal administratif possède tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa juridiction. Ces principes sont rappelés dans le contexte des arrêts Paul et Martin qui ont réitéré le principe selon lequel le tribunal administratif a la capacité de trancher des questions constitutionnelles. En pareil cas, la procédure prévue est exclusive. Quant aux remèdes et au pouvoir de redressement exercé par la Cour suprême, il consiste en une déclaration d'invalidité limitée cependant à la situation soumise à la Cour. Toujours en matière de pouvoir de redressement, l'arrêt Nouvelle-Écosse et JJ, qui porte sur les obligations de l'État à l'égard des personnes âgées, nous rappelle que les pouvoirs des juges à l'égard des adultes en besoin de protection sont considérables. Ces pouvoirs leur permettent de déterminer si les services fournis par l'État cadrent avec le bien-être de l'adulte et le tribunal peut modifier le plan proposé par le ministre. L'exercice de ce pouvoir de redressement s'effectue dans un contexte d'un examen judiciaire indépendant de l'activité de l'État. Un tel examen est important en présence d'un adulte vulnérable qui est de surcroît privé de son droit de fonctionner de façon autonome. Dans ce contexte, la loi doit être interprétée d'une façon qui reconnaisse le caractère contraignant de cette conclusion et qui offre une protection solide contre les interventions de l'État qui est incompatible avec le bien-être de l'adulte.
La responsabilité de l'État a été analysée dans l'affaire Sibeka contre Fredericksburg. Dans cette affaire, un permis de construction avait été refusé par le conseil municipal au motif que ce permis ne cadrait pas ou n'entrait pas dans les valeurs véhiculées par le conseil municipal. Par conséquent, le promoteur évincé, qui s'était vu refuser le droit à son permis de construction, a intenté un recours fondé sur la mauvaise foi administrative et ce recours a été accueilli en première instance. La Cour suprême a conclu que, dans de telles circonstances, la mauvaise foi administrative n'existe tout simplement pas. Un objectif légitime, ici la protection de l'intégrité de l'environnement d'une montagne près de la ville de Fredericksburg, ne devient pas illégitime parce que poursuivi par des conseillers publiquement identifiés à la protection du mont. Ainsi, la Cour suprême a limité et freiné la responsabilité de l'État en concluant que ce n'est qu'exceptionnellement que l'on peut conclure à l'existence de la mauvaise foi de l'administration. Les règles du droit administratif et celles de la responsabilité extra-contractuelle d'un corps public ne sont pas les mêmes et même lorsqu'une décision administrative est annulée, cela n'entraîne pas nécessairement la responsabilité civile de l'organisme public. Le droit public leur reconnaît en effet une forme de protection qui peut être qualifiée d'immunité relative. L'arrêt Kabiakman rappelle que le pouvoir de suspension de l'employeur pendant la durée d'une enquête de nature criminelle à l'égard d'un employé est un droit qui lui est acquis. Cependant, l'acquittement ultérieur et la réintégration ne justifient pas le défaut de rémunération pendant la suspension. C'est pourquoi l'employé conserve le droit à sa rémunération même pendant une enquête de cette nature à son sujet. L'arrêt Monsanto est riche d'enseignements à plusieurs égards. Premièrement, il constitue une analyse de la norme de contrôle à l'égard de la décision de la surintendante des services financiers qui refuse d'approuver un rapport de liquidation relatif à un régime de retraite. Dans cette affaire, la Cour applique la méthode pragmatique et fonctionnelle. On y constate l'importance de qualifier la question en litige. La Cour a déterminé que la question au cœur de litige est l'établissement de la règle de parité entre une liquidation partielle et une liquidation totale. Isolant ainsi cette question de droit, elle conclut que la norme applicable est celle de la décision correcte, car il n'y a pas de retenue judiciaire envers l'organisme administratif relativement à cette question. Comme il s'agit d'une pure question de droit, eh bien, l'expertise du tribunal de révision ou du tribunal d'appel, son expertise relative donc, est la même que celle de l'organisme administratif. Comme il s'agit d'une pure question de droit liée à l'interprétation d'une disposition législative qui n'a pas nécessairement de portée technique ou spécialisée, eh bien, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. Rappelons toutefois que la détermination de la norme applicable est une question de droit et l'accord des parties n'est pas concluant sur ce point, le tribunal peut toujours réviser un tel accord. Finalement, toujours en matière de normes de contrôle et d'expertise particulière du tribunal, la Cour rappelle que l'expertise du tribunal est évaluée en fonction de la disposition particulière qui est invoquée et de la nature de l'expertise. Quant aux moyens de vérification de cette expertise, elle peut être évaluée notamment en tenant compte de la formation, des exigences de la fonction. Il importe enfin d'examiner l'expertise des tribunaux judiciaires relativement à l'objet du litige.